Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous parlerons jardin et pour cela deux invités sont avec nous. Frédéric Pautz c'est le directeur des jardins botaniques du Grand Nancy mais aussi du jardin du Haut-Châtelet rattaché à celui de Nancy. Un passionné de nature avec qui nous allons découvrir la particularité d'un jardin d'altitude situé à 1220 mètres d'altitude. Le jardin vosgien compte plus de 2800 plantes alpines. À ses côtés, Anthony Cousseau est lui le propriétaire, le gérant des jardins de Calune au Banssa. Un jardin situé, lui, à 550 mètres d'altitude, qui est composé d'une dizaine d'espaces paysagers. Un lieu qu'il a repris en main en 2018 après plusieurs étapes difficiles. On va faire le point. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le mot abandon est peut-être fort pour le jardin de Calune. On en parlait avant cette émission. Mais quand on est passionné de jardin, passionné de nature, entendre abandon ou un jardin laissé de côté, c'est compliqué, j'imagine. Après, c'est pas vraiment de l'abandon, mais ça a été laissé un peu en l'état pendant pas mal d'années, avec pas mal de successions, de reprises. Et du coup, après, nous, la volonté était de le ramener un peu au goût du jour et lui rendre un petit peu son clinquant du départ, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre ces jardins ? Aucune idée, ça s'est fait comme ça, en fait. Voilà, avant, vous étiez déjà dans le milieu-là ? Est-ce que pas du tout ? J'étais déjà dans les espaces verts, mais plutôt dans le commerce, on va dire. D'accord. Et donc là, vous avez changé de... Changement complet. D'accord. Alors Frédéric, vous arrivez au jardin botanique Jean-Marie Pey peu de temps avant qu'il prenne ce nom d'ailleurs. Hein, Exactement. C'est ça, un clin d'œil finalement. C'était mon prof à la fac. Ouais. Et puis voilà, il m'avait aidé dans des voyages botaniques que j'avais fait. Et effectivement, j'ai pris mes fonctions au 1er septembre 2015 et il est mort au mois de décembre 2015. Et nos deux présidents, Université et Métropole, ont décidé de lui rendre hommage comme un personnage illustre. Et donc en avril 2016, notre jardin s'est rebaptisé Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Comment vous êtes arrivé là, au jardin botanique ? Vous avez un parcours, vous êtes un passionné de jardin, un passionné de nature. Moi, j'étais viré de l'école quand j'avais 14 ans. Voilà. Ça, il fallait pas le dire. Voilà. Donc je suis jamais rentré en quatrième. Donc CAP de jardinier, BEP, Bac Pro. Et puis là, j'ai rencontré Jean-Marie Pelt et d'autres botanistes. Et puis j'ai fait mon premier voyage dans l'Himalaya à 18 ans. Ensuite, en Inde, en Chine, au Népal, enfin tous les ans, je voyageais dans les montagnes. Et puis DUG, licence, maîtrise, école d'ingénieur, et j'ai fait une thèse sur la nature en Lorraine. Et donc du coup, j'étais à la fois le côté écologie et en même temps le côté jardin. Et puis après, j'ai dirigé un jardin à côté de Monaco, un des plus grands jardins privés du monde. Après 15 ans au parc de la Tête d'Or, directeur du parc de la Tête d'Or. Et puis j'avais le mal du pays. Moi, je suis de Metz, je suis né à Metz. Et je voulais rentrer en Lorraine. Et en 2015, mon prédécesseur est parti en retraite. Et ça m'a permis de rentrer en Lorraine. Voilà. Et depuis, c'est ça vous êtes toujours là, c'est que tout se passe bien. Ça va. Qu'est-ce que l'on sait de vos jardins respectifs, de l'histoire de vos jardins respectifs, Anthony, jardin de Calune, qu'est-ce qu'on en sait ? De l'historique ? C'est un jardin en fait, qui a été créé il y a 27 ans. Avec pour histoire en fait issue de la Première Guerre, puisque c'est un jardin en fait qui est tout simplement la réhabilitation en fait d'une ancienne carrière qui a servi à la reconstruction du village du Banssa après la Première Guerre mondiale. Le village ayant été détruit à cette période-là, ils sont venus chercher des matériaux en fait sur site, puisque tout le sous-sol est constitué de grès. Et puis cette cavité en fait par la suite est même devenue un dépotoir sauvage. Et fin des années 80, en fait, toutes les communes françaises, puisqu'il y en avait un peu partout, ont eu obligation de stopper ces dépotoirs. Et du coup, il se trouve qu'il y avait un premier adjoint à la mairie à ce moment-là, qui s'appelait Roland Collin, qui était amoureux de jardin, de parc botanique, et donc qui a décidé en fait de donner une seconde vie ou une seconde chance un peu à l'espace. Et du coup, c'est parti comme ça, en s'associant avec un paysagiste à l'époque qui s'appelait Jacques Couturieux, enfin qui s'appelle toujours. et donc du coup, c'est né comme ça. Donc le début des travaux, 1994, pour une ouverture au public, juin 96. D'accord. Voilà. Et depuis, il s'en est passé des choses. Voilà, et après, voilà. Vous êtes là maintenant. Du côté du jardin du Haut-Châtelet, alors ça a toujours été une antenne du jardin botanique de Nancy ? Oui, en fait, c'est des camps franco-allemands, de 66 à 70. Il y avait un ancien jardin, qui s'appelait le jardin du Montabert, qui avait été détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et il y avait toujours eu la vocation, entre l'Université de Strasbourg et l'Université de Lorraine, de recréer un jardin alpin. Et il y a eu 4 ans de chantiers estivaux entre des Allemands et des Français pour recréer un jardin. Et donc depuis 66, le jardin s'est développé progressivement. Donc il fait une quinzaine d'hectares et il y a une tourbière. Donc il y a un contexte particulier au Châtelet qui a fait que c'est cet endroit-là qui a été choisi.
D'accord, et donc voilà, une antenne du jardin donc, de Nancy. Alors effectivement, on a des collections à Nancy et les collections du Châtelet ne sont pas les mêmes. Ouais. Forcément, voilà, c'est ça. Alors vous faites partie aussi d'un réseau européen des jardins de montagne. Ça permet d'échanger, de comparer, de trouver peut-être des solutions face aux problématiques qu'on connaît, hein, notamment Ouais. le dérèglement climatique. Alors effectivement, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a un réseau mondial des jardins, il y a 2000 jardins dans le monde, jardins botaniques. En France, il y en a 80, et il y a un micro-réseau qui est le réseau des jardins arctiques et alpins. Donc il y a des jardins en Laponie, il y a des jardins en Géorgie, dans le Caucase, en Italie, en Espagne. Et effectivement, tous les ans ou tous les 2 ans, on se réunit. Parce qu'on a des préoccupations communes dans le domaine Bien des sûr, plantes de ouais. montagne. Et donc, il y a 2 ans, c'est ici dans les Vosges qu'on a accueilli le congrès européen. On a d'ailleurs des gens des États-Unis qui sont venus, des montagnes rocheuses, parce qu'il y a des jardins alpins dans les montagnes rocheuses aussi. Et donc, voilà, on fait partie de ce réseau assez particulier. Un lieu de discussion, d'échange. Quel est l'objectif même de ce... C'est que la culture des plantes de haute montagne, c'est très particulier. Donc, il y a beaucoup de techniques sur lesquelles on doit échanger. Et puis, il y a beaucoup de sciences également dessus. Donc, derrière ces plans, donc on étudie les changements climatiques, la disparition, les surpâturages. Enfin, on a plein de sujets sur lesquels on échange entre nous, quoi. Et justement, quelles sont les conséquences de ce dérèglement climatique dans vos jardins, typiquement Anthony, au jardin de Calune? Comment on fait face? Est-ce qu'on trouve des astuces, des solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Disons qu'après, en réchauffement climatique, parfois on a du mal à y croire, parce qu'il ne fait pas toujours finalement. Donc c'est pas forcément que de la chaleur, mais c'est des phénomènes un peu météo, des fois un peu bizarres. Nous, on a de plus en plus l'hiver, par exemple, des phénomènes de vent, où du coup on a même quelques arbres qui ont chuté à l'intérieur du parc. Et puis après, on peut passer en fait en une semaine à avoir vraiment, il y a 15 jours, on tournait presque avec des doudounes et des gants, quoi. Et aujourd'hui, on peut se balader en t-shirt. Donc les végétaux, il y en a certains, on voit qui commencent un petit peu à souffrir. Et donc après, il va falloir en fait travailler peut-être sur d'autres essences à implanter. Et puis aussi travailler peut-être avec, on en parlait un peu nous tout à l'heure, en végétalisant un peu les sols pour éviter les évaporations d'eau, en paillant. Enfin, il va falloir travailler un petit peu sur tout ça, quoi. Adaptation, c'est peut-être le maître mot en cette période, Frédéric? Nous, au jardin du Châtelet, on a des plantes de très haute montagne, de l'Himalaya, de 4000-5000 mètres. Et il faut savoir que sur les hautes crêtes des Vosges, il y a également des plantes arctiques relictuelles des hautes montagnes qu'on trouve dans les Alpes ou en Suède ou en Scandinavie. Et c'est vrai que c'est des plantes qui vivent à l'état très relictuel au sommet des crêtes des Vosges. Et malheureusement, les changements climatiques font que ces espèces, elles ne peuvent pas remonter au-delà et elles sont en train de disparaître. Donc on est dans des programmes de préservation de ces plantes de haute montagne. Et nous, les conséquences qu'on a aussi, c'est qu'avant, on avait des floraisons juin, juillet, août. Et début septembre, ça commençait à se réduire un peu. Mais là, avec les étés extrêmement chauds qu'on a, parfois, à partir du 10 août, il n'y a plus de floraison, quoi. Tout est cramé, quoi. Tout est cramé. Et c'est ou tout ou rien. C'est ça, il n'y a pas de... Là, cette année, on a démarré en fait la saison de nos verts depuis le 1er avril. On avait une végétation qui était en retard de presque 10-15 jours. Et puis là, finalement, en 10 jours, elle vient de rattraper son retard. Et parfois, on va commencer à avoir presque les premiers symptômes de l'automne, fin août, quoi. Avec des arbres qui ont souffert aussi bien un peu du sec et commencer à perdre leurs feuilles, prendre leur couleur. Voilà, c'est un peu au jour le jour et chaque saison est différente, quoi. Et chaque année surtout. Chaque année est différente surtout. Frédéric, les conditions aujourd'hui, c'est environ quoi, 200 jours de précipitations au jardin du Haut-Châtelet? Alors, on avait à peu près 2000 mm d'eau. Donc 2000, c'est assez conséquent. On a perdu en brouillard. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, j'allais faire bénévole pendant l'été, et parfois pendant une semaine complète sur les crêtes. Il n'y avait pas de soleil. Aujourd'hui, parfois il y a un jour ou 2 jours, mais on n'a plus, comme il y a 30 ans, des conditions aussi compliquées. On manque d'eau. On a les sources de la Vologne, par exemple, la source de la Vologne est dans le jardin botanique. Là, aujourd'hui, parfois, il s'est arrivé il y a 1 an ou 2 qu'à partir du mois d'août, la source se tarisse, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, quoi. Donc, on a un vrai problème de quantité d'eau et de cycle de l'eau sur l'année. Donc, c'est des conditions qui sont semblables à celles que l'on peut retrouver où actuellement? Disons que, globalement, quand on est en Scandinavie, c'est des conditions qu'on a au bord de la mer. Quand on est à la crête des Vosges, on est à 1200 mètres. On a les mêmes conditions qu'au bord de la mer en Scandinavie, et c'est globalement les mêmes conditions qu'à 2000 mètres dans les Alpes. Voilà, donc c'est des conditions assez alpines, et il y a un effet de crête
hein, avec puisque les précipitations viennent majoritairement de l'ouest, et il y a un effet de crête qui fait que, effectivement, toute cette bande le long des Vosges, elle est extrêmement humide, extrêmement venteuse et plutôt fraîche, quoi. Et c'est pour ça que le jardin était implanté là, parce que c'est là où c'est un des endroits où il fait le plus froid de tout le massif vosgien. Et donc forcément des plantes qui s'adaptent, on le disait, des plantes alpines. Ouais. 2800 2800, alors c'est de loin la plus grande collection française. Oui. En France, il y avait 3 jardins alpins. Il y en avait un dans les Pyrénées, au col du Tourmalet. Il y en a un dans les Alpes, au col du Lotaret. Et il y avait donc nous, au col de la Schlourte. Mais les gens ne le savent pas forcément, mais le jardin du Chitelet, c'est la plus grande collection de plantes alpines françaises. Et à l'échelle européenne, il y a un site en Norvège qui s'appelle Tromsø. Il y a un site en Géorgie qui s'appelle Batumi. Mais on est dans les 3-4 plus grandes collections de plantes de montagne d'Europe, en fait. C'est important de le souligner pour que les Vosgiens... C'est des collections avec des noms latins, des choses comme ça. Mais on fait des efforts pour s'ouvrir, on a des parcours pour les enfants, Oui, on a mis de la signalétique sur la géologie, on a mis des petits animaux en bois, enfin, on essaye de s'ouvrir, mais c'est vrai que c'est quand même un jardin assez réservé aux spécialistes, normalement, ouais. Et avec une place, bien évidemment, pour la flore des Hauts-de-Vosges, j'imagine. Alors, bien sûr, on a des massifs sur les Hauts-de-Vosges, et là, justement, on va créer des nouveaux massifs sur les plantes médicinales des Hauts-de-Vosges. D'accord, ok. Avec quel type de plantes Il y a toute une pharmacopée particulière dans les Vosges, des plantes qui étaient utilisées traditionnellement pour la médecine. Et du coup, on va recréer un nouveau massif pour présenter toutes ces plantes vosgiennes qui étaient utilisées traditionnellement par les thérapeutes locaux. Ok. Eh bien, on va continuer à parler dans quelques instants, mais en parlant de plantes qui s'adaptent, je vous propose justement qu'on rencontre une rencontre avec un succulentophile, un jardin qui a du piquant. Le reportage est signé Aurélie Colombel et Hélène Leplat. Ça s'appelle un cylindropintia. C'est une plante américaine. Et c'est exceptionnel d'avoir ça dans les Vosges. J'ai trouvé une espèce qui tient à l'humidité hivernale. Donc ça fait 20 ans qu'elle est là, en pleine terre, et pas protégée l'hiver. Ce cactus sécrète une sorte d'alcool pour ne pas geler l'hiver. Éric Culloch est succulentophile. Il collectionne les cactus depuis 25 ans dans son jardin de Boulincourt, près de Mirecourt. Parce que c'est des plantes que j'arrivais facilement à cultiver. Et puis moi j'aime beaucoup la beauté des fleurs, la facilité de culture. Et puis de fil en aiguille, sans jeu de mots, j'en ai acheté de plus en plus jusqu'à en avoir 5000 à peu près aujourd'hui, quoi. Ces plantes nécessitent beaucoup de patience, mais demandent peu d'eau et peu d'entretien. Ici j'ai 99 fleurs qui se préparent, j'ai compté. La plupart de ces spécimens ne grandissent que durant 3 mois, quand le soleil est suffisamment présent. En pleine terre, ils poussent beaucoup plus vite, mais il y a des espèces extrêmement lentes. Mais bon, ça fait de superbes fleurs. Bon, là, elles vont s'ouvrir vers 11h en général. Les succulentes, espèces dont les cactus font partie, aiment les terres riches et drainantes. Éric a dû amender son terrain argilo-calcaire peu propice. Ensuite, ces plantes se bouturent assez facilement. Je vais bouturer un cactus pour le repiquer. Alors j'ai un sécateur et une pince à salade. C'est bien juteux à l'intérieur, c'est plein d'eau. Je vais laisser sécher la bouture une bonne semaine. Et puis ensuite, je la replanterai. Elle fera des racines dans les mois qui suivent. Alors, des cactus dans vos jardins, messieurs ? Pas encore. Pourquoi pas? Pas des cactus, mais les joubarbes, là, il y a des petites plantes de montagne qui sont des plantes grasses, qui existent dans les Vosges. Ouais. Est-ce que vous aviez connaissance de ce succulentophile ? 5000, c'est énorme. Hein. 5000 plantes succulentes, c'est gigantesque. Hein. C'est incroyable ce qu'il fait. Hein. Eh bien, écoutez, on l'a rencontré et puis les Vosgiens. Comme quoi, il y a des passionnés dans les Vosges. Comment est organisé votre jardin, vous, Anthony ? Avec différents espaces, donc on a toute une partie en fait dédiée au tout ce qui est bruyère. En fait, les collections de départ sur le jardin de Calune, c'est donc il y a à peu près 350 variétés de bruyères dans lesquelles on va retrouver les calunes, les éricales, les daboissias. Tout ce qui va être rhododendron, azalée, donc là il y a à peu près 200-250 variétés sur le parc. Et puis on est en train de reprendre justement pour diversifier un peu les végétations, du coup toutes des parties en plantes vivaces, sur les parties en fait du fond du parc qui sont plus exposées malgré tout au soleil. Les autres étant un peu protégées par un couvert végétal où on a de très beaux chênes, pins et autres. Et donc du coup voilà à peu près quoi. D'accord.
C'est arboré de cette manière, enfin réparti de Oui, cette il y a manière. 4 hectares vraiment de jardin à l'anglaise, hein. Donc avec des points de vue et des situations différentes et puis des perspectives aussi. J'étais en train de regarder en même temps. En même temps, les images, oui, qu'on peut voir tout à fait, les images de l'année dernière. De votre côté, au jardin du Haut-Châtelet, donc vous parliez tout à l'heure de jeux d'adaptations qui ont été faites pour un public plus large aussi, puisque c'est peut-être ça aussi l'idée, d'accueillir un public qui n'a pas forcément l'habitude d'y aller, de venir dans ces jardins peut-être réservés aux spécialistes. Comment c'est fait? Quel est le Alors chemin qu'on emprunte? on a le cœur du jardin, c'est des rocailles. Donc là, il y a les massifs du monde, montagnes rocheuses, Himalaya, Nouvelle-Zélande, Australie. Donc on invite déjà un voyage. Donc on a mis de la signalétique pour expliquer un petit peu les caractéristiques de tous ces massifs montagneux, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc on apprend vraiment sur la géographie, sur les montagnes. On a une autre zone qui est la tourbière. On a une tourbière de pente. Souvent les tourbières, c'est dans des creux. Bien là, à cet endroit-là au Chili, il y a une tourbière qui est en pente. Il y a des sources. Donc c'est assez unique. Donc c'est en réserve naturelle. Hein. Bien sûr. C'est quelque chose qui est assez classé et important. Et puis on a une hêtraie. On a des hêtres tortueux. Donc on a des vieux hêtres qui ont plus de 100 ans, qui sont assez particuliers. Donc au jardin, il y a les rocailles, la tourbière et la hêtraie. Et puis on a complété, comme je vous le disais, on a un jeu de piste pour les enfants, puisqu'on est Famille Plus, le label Famille Plus. Et donc, quand on est adulte, on peut voir les plantes et les panneaux. Et puis pour les enfants, on a des petits jeux. On a un sculpteur sur bois de la Bresse qui nous a fait des animaux. Donc les enfants peuvent partir à la découverte. Donc on essaye de s'ouvrir de plus en plus, effectivement, vers les publics, vers les touristes. Hein, parce que pendant l'été, il y a beaucoup de touristes. Sûr, ouais. Nos panneaux sont en français, en anglais, en allemand. Donc, comme on sait qu'il y a beaucoup de touristes étrangers, donc on essaye au mieux de s'adapter. Donc, on est passé de 5 000, 7 000, 8 000, l'année dernière 16 000. Donc, on est de plus en plus un des sites touristiques lorsqu'on va en vacances dans les Vosges, ça peut être intéressant de passer chez nous. On se rend compte en fait que les enfants finalement se prennent au jeu, hein, autant que les parents. Il n'y a pas besoin d'être amateur de jardin finalement pour aller se balader comme ça. Nous, on essaie de le travailler aussi. On a mis la gratuité pour les enfants justement pour ça. Et on se rend compte que les gamins, il n'y a pas besoin forcément de console ou de choses vidéo. Ils s'amusent à déambuler un peu partout. Ils peuvent jouer un peu à cache-cache. Et ils peuvent sans problème profiter aussi d'une balade, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce que c'est toujours une visite libre? Est-ce qu'il y a une visite guidée? Comment ça se passe Alors, il y a des visites guidées. Hein, on peut nous téléphoner. Il y a des sociétés d'horticulture. Des spécialistes qui nous demandent, qui viennent voir. Donc ça existe. Et puis après, les gens sans ça déambulent librement dans le jardin. Librement. On a mis des tables et des chaises pour que les gens puissent faire des pique-niques. Voilà, on essaye de s'ouvrir le plus possible à toute la diversité des publics. Un jardin rime aussi aujourd'hui avec culture. Hein. De plus en plus, les jardins deviennent des lieux où l'art s'approprie le jardin en quelque sorte. Le jardin du Haut-Châtelet va notamment accueillir un photographe vosgien cet été. Oui, alors ça c'est tous les ans. On veut absolument que ce soit un photographe vosgien ou en tout cas lorrain. Hein, voilà. Et donc cette année c'est Vincent Ganaille. Donc Vincent Ganaille qui est connu pour plusieurs séries sur la faune, mais également là il a une série sur les brumes. Donc c'est le moment, vous savez, où il y a les brouillards qui déambulent dans les forêts. Et donc on a une expo qu'on inaugure la semaine prochaine, dès l'ouverture. Donc le 1er juin, on enregistre cette émission un petit peu avant l'ouverture, en effet. C'est important de le rappeler pour que les téléspectateurs ne soient pas perdus. Exactement. Donc on l'inaugure. On inaugure jusqu'à la fin, jusqu'au mois de septembre. Voilà, donc une expo sur des paysages de brume dans les Vosges. D'accord. Et donc, tous les ans, vous changez de photographe? Alors, tous les ans, donc on a tout un classeur avec parce que dans les Vosges, il y a énormément de photographes. C'est assez incroyable. Le nombre de bons photographes qu'il y a dans les Vosges, c'est très impressionnant, quoi. Donc, on a un catalogue d'une dizaine qu'on se réserve pour les prochaines années, quoi. Et pour vous, c'était une évidence, cette alliance culture, jardin, art oui, c'est la 3e année qu'on fait des expos photos. Et les jardins sont vraiment des lieux très, très adaptés pour la sculpture ou pour la photo ou pour des choses. Et cet été, on va avoir des programmations avec de la musique, des artisans, pas mal de gens qui font des produits on leur offre la possibilité de venir vendre leurs produits chez nous. Aussi, Anthony, pardon, vous avez... Nicolas, ça. Anthony, pardon. Vous avez justement, vous lancé un appel aux artistes, aux artisans qui souhaiteraient investir vos jardins. Oui, en fait, l'année dernière, c'était la première pour nous. On a eu un atelier de céramistes, où ils sont venus mettre en place une expo sur 2 mois. Et il se trouve que c'est vrai que les jardins, en fait, c'est une vraie vitrine, un bel écran de verdure pour mettre en avant leur création, quoi.
Et donc du coup, cette année, on a un créneau, donc du coup juillet-août, où il n'y a rien. Et donc on a lancé il n'y a pas longtemps justement un appel pour essayer de trouver quelqu'un qui souhaiterait mettre en avant soit ses créations, soit ses œuvres, et de profiter du cadre, du coup. Sachant que c'est d'un milieu clos, donc c'est quand même relativement sécurisé. Et du coup, en fait, les végétaux vont venir accompagner toutes ces créations. Donc voilà, l'appel est lancé. C'est deux univers qui se complètent très bien. Il y a dans les jardins, il y a de la place finalement. Et c'est une autre porte d'entrée peut-être aussi, un autre public qui pourrait venir peut-être en connaissant l'artiste en premier, pour ensuite découvrir les Ça jardins. peut se compléter. En fait, il y a des gens qui vont venir voir le jardin et qui du coup vont découvrir la partie culturelle. Et puis à l'inverse, les gens qui venaient voir l'expo vont découvrir le parc. Et donc du coup, ça se complète relativement bien. Les jardins, ça peut être un bon support pour beaucoup de choses, dont notamment la culture, tout ce qui est artiste, mais ça pourrait être la musique, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Ça se fait déjà dans les Vosges, il y a plusieurs jardins aussi qui ont le festival Réseau Nuance, qui l'année dernière a fait le tour aussi de certains jardins dans les Vosges. Il y a de quoi faire, c'est sûr. Quel est le lien aujourd'hui entre les deux jardins, entre Jardin de Nancy et Jardin du Haut-Châtelet, hormis qu'ils fassent bien évidemment partie de la même entité? Est-ce qu'il y a des collections qui sont... C'est pas la même altitude, on peut difficilement échanger des collections, avoir un travail... En fait, il y a beaucoup de jardins dans le monde qui sont situés en ville et en fait qui ont une annexe en altitude. Il y a pas mal de jardins dans le monde qui sont comme ça. Ça permet de compléter, puisque nous, avec les canicules, on a un jardin alpin à Nancy, mais alors avec les étés qu'on a, les plantes de haute montagne meurent, et du coup, c'est grâce au Châtelet qu'on arrive à avoir une telle diversité. Après, la connexion, elle n'est pas simple. Au jardin du Châtelet, ils sont 4. À Nancy, ils sont 55. C'est pas pareil. Voilà. Donc, les équipes, elles montent au mois d'avril, fin avril. Début juin, c'est l'ouverture. Et fin octobre, hop, tout le monde redescend à Nancy. Donc, il faut que les équipes aient l'aptitude de travailler 6 mois dans les Vosges et 6 mois à Nancy. Et pour moi, c'est compliqué parce que je navigue entre Nancy et les Vosges. Donc, je suis assez souvent sur la route. Soit par Saint-Dié, soit par Épinal, pour gérer à distance. Parce que gérer un site en étant à Nancy qui se trouve au sommet des Vosges, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Donc c'est très intéressant parce que j'adore aller au Châtelet, mais en même temps, c'est compliqué de gérer, voilà. Pour les années à venir, comment on voit l'avenir des jardins, si vous deviez vous là, on a projeter. Là, on a une belle étude qui est lancée et avec le Conseil départemental des Vosges. Ça, c'est une étude qui va être entreprise cet été. Financé par l'Université Lorraine, le Conseil départemental des Vosges, qu'on remercie chaleureusement, et la métropole, pour justement faire un point un petit peu de où on en est dans le développement scientifique et touristique. Et le but, c'est que d'année en année, on continue d'augmenter et d'être de plus en plus efficace. Moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le directeur du parc naturel régional pour voir comment, entre le parc et le jardin du Châtelet, on peut mieux aider à la sauvegarde des plantes qui sont en voie de disparition. Donc on essaye de s'intégrer de plus en plus dans le tissu local. Un plan de sauvegarde et à la fois de recherche d'autres espèces. Il y a des espèces, par exemple, le long comme je vous disais, le long des chaumes, il y a des plantes qui disparaissent. Il y a du surpâturage, il y a du labour, il y a plein de problèmes. Et nous, on a un savoir-faire, on a des jardiniers, on a des serres, on a des choses. Donc on peut aider en fait à la sauvegarde. Et on le fait déjà sur certaines espèces. C'est des plantes qui sont en voie de disparition, on les multiplie chez nous et on va les remettre ensuite dans la nature. Et ça, c'est des choses qu'on peut encore affiner. Est-ce qu'il y a des voyages prévus dans d'autres endroits avec un climat proche du nôtre pour peut-être trouver encore de nouvelles espèces qui viennent de plus loin? Dans un mois, je pars au Spitzberg, au cercle arctique, pour une semaine. Pour justement... pour voir les plantes du Spitzberg. Alors, on avait introduit, un collègue avait été au Spitzberg il y a quelques années, et on les avait introduits au Châtelet, et en fait, la route des crêtes est encore trop chaude par rapport au Spitzberg. Et elles étaient mortes les unes après les autres. Donc il faut attendre encore un petit peu pour pas précipiter non plus le changement. Anthony, comment vous voyez dans votre jardin dans 5 ans toujours aussi bien. Toujours aussi beau. De plus en plus beau, puisqu'on revégétalise pas mal de zones qui étaient laissées en l'état. Et du coup, on augmente les collections un peu chaque année. Alors, à notre niveau. Bien sûr. Et puis, on a en projet en fait, une extension de zone sur la partie du fond du parc, un sous-bois là, de 4 ou 5 000 m². Donc, on y va par étapes. Étape par étape. Et puis, c'est ça. Il en faut pour tout le monde, des petits, des plus grands. C'est ça. Ça, c'est très bien. Et écoutez, merci messieurs en tout cas d'avoir été sur notre plateau. Donc le jardin du Haut-Châtelet et puis les jardins de Caluno-Banza. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.